partant pour l'étranger et avec des événements très importants ce soir, au deuxième jour de l'année 2025. Regardez ces images, elles témoignent de la volonté des Ukrainiens de ne pas se laisser enfermer dans le scénario pessimiste qui prévaut chez beaucoup de commentateurs sur le fait qu'ils soient forcés à une forme de négociation imposée sans doute par le président Trump. C'est cette action vraiment inédite qui a lieu et dont se félicite ce soir, notamment le chef du renseignement militaire ukrainien Boudanov, cette opération militaire avec un drone naval, donc c'est un drone marin, qui réussit à toucher un hélicoptère russe et ça ne s'était jamais fait de l'histoire militaire. Qu'est-ce que ça donne comme indication ? Déjà, c'est une avancée technologique au sens où on a un changement de surface opéré à distance, au sens un bateau qui va faire sa défense surface-air tout seul. Ça, c'est nouveau. Ça apporte une nouvelle menace à la Russie. C'est aussi la concrétisation de la supériorité navale des Ukrainiens. Ils ont la maîtrise de la mer Noire, en gros, sans marine. C'est quand même beau. Enfin, sans marine humaine. Écoutez, Boudanov, Kirilo Boudanov, le patron du renseignement militaire ukrainien, il est une figure très importante à côté de Zelensky en Ukraine, et il considère ça, et le mot n'est peut-être pas exagéré en l'occurrence, comme un cap historique. C'est un événement historique. C'est la première fois dans l'histoire de cette guerre qu'un drone naval russe touche et détruit une cible aérienne. Lors des dernières expéditions, nous arrivions à neutraliser les drones russes sur les côtes avant qu'ils nous atteignent. Cette fois-ci, le drone était sur l'eau et il a réussi à abattre un hélicoptère au-dessus de la mer Noire. Il est tombé à l'eau immédiatement après avoir été impacté par le missile. Un deuxième appareil a été touché. Celui-ci a dû faire un atterrissage d'urgence. Voilà. Il y a l'aspect politique et puis il y a l'exploit simplement technique. La mer Noire, contrôlée en grande partie par les Ukrainiens, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire maintenant ? Ce qu'ils en font déjà, c'est-à-dire exporter, entre autres, leur blé, grâce au corridor négocié avec la Bulgarie et la Roumanie. C'était une situation inimaginable en février 2022. Et à l'heure actuelle, la marine russe se terre en Abkhazie, en territoire géorgien de notre point de vue. Là, ils ont quasiment abandonné Sébastopol. D'ailleurs, ça fait penser que le jour où il y aurait un accord, un cessez-le-feu, je ne parle pas de traité, un cessez-le-feu, la question de la remilitarisation de la Crimée se posera. Et ça ne serait pas illogique que les Ukrainiens disent, dans le cessez-le-feu, il y a l'interdiction de remettre des bateaux à Sébastopol. C'est intéressant, ça. C'était inimaginable il y a 2 ans. Quel est le message aux Américains qu'ils lancent là avec ce type d'opération ? On n'est pas encore mort. On n'est pas encore mort. Et alors, les deux parties, Russes et Ukraine, sont au bord de l'épuisement. Ils sont au bout du bout. Ça fait des mois qu'on le dit et qu'on le voit venir. Là, pour les Ukrainiens, il est très important que Trump se dise il y a une carte à jouer. Et pas seulement fermer le cercueil. Yermak, le secrétaire général de Zelensky, dit les Américains n'aiment pas les losers. Il ne dit pas seulement Trump, il dit les Américains n'aiment pas les losers, donc c'est important de leur montrer que même si, comme vous le dites, il y a beaucoup de difficultés, on se bat. Oui, et en toute logique stratégique, si Trump était un stratège, c'est une vraie carte à jouer contre contre la Russie, pour remettre la Russie à sa place. Et expliquer au Sud global, plutôt aux perturbateurs, le Venezuela et autres, voire la Chine en parlant de Taïwan, c'est un mauvais plan de s'attaquer à quelqu'un qui est soutenu par le monde occidental. C'est pas une bonne idée. Vous devriez réfléchir. Poutine aurait dû réfléchir un peu plus. Écoutez Boudanov, toujours lui. On rappelle, c'est un quadragénaire, c'est vraiment la nouvelle génération des élites ukrainiennes. Il est très populaire en Ukraine parce qu'il incarne évidemment l'esprit dont on vient de parler. Ses perspectives pour 2025, il dit qu'il a des raisons objectives d'être optimiste malgré un certain nombre de signaux négatifs. Écoutez-le. L'année dernière, un journaliste m'avait demandé mes attentes pour 2024 et je lui avais répondu en toute honnêteté que malheureusement 2024 allait être une année très difficile.
Je suis plus optimiste pour 2025. Ce sera une meilleure année. Il y a des raisons objectives à cela et j'espère voir de nombreuses situations s'améliorer. Cela nous amènera à ce que nous attendons tous. Voilà. Quelle est la part de méthode Coué et quelle est la part où effectivement il y a un coup à jouer pour les Ukrainiens? Alors, c'est pas de la méthode Coué, c'est comparatif. La situation, c'est relatif, au sens c'est l'Ukraine vis-à-vis de la Russie. Alors l'Ukraine, militairement, souffre, elle recule en dehors de la mer Noire, comme on l'a vu, et des lendemains qui chantent, ils n'en voient pas tant que ça, les Ukrainiens. En revanche, faire payer l'avancée, le rouleau compresseur russe, ça tient. En revanche, l'économie ukrainienne, elle n'est pas flamboyante, mais elle va mieux. Elle s'adapte à la guerre, en particulier pour l'électricité, la gestion de l'électricité. Le PIB devrait croître de 3,5% l'année prochaine, et c'est une croissance réelle. Alors que la Russie, militairement, elle va encore bien, mais elle est au bout du bout aussi. Après tout, il leur faut 10 000 Coréens, Nord-Coréens pour se donner du courage pour repartir à l'assaut. Donc c'est que ça va pas si bien que ça. Quand même. Et on verra plus tard dans l'émission le cours du rouble qui vraiment se porte très mal. Oui, et il y a beaucoup d'autres choses qui vont très mal en Russie. Un effondrement de la Russie en 2025, économique, il est beaucoup plus probable qu'un effondrement militaire de l'Ukraine. C'est ça l'espoir de Boudanov, le calcul. Alors, il y a des points de faiblesse, reconnus d'ailleurs par les Ukrainiens. C'est en particulier cette nouvelle invention russe. Regardez, c'est les images qui suivent sur les drones à fibres. C'est-à-dire que de plus en plus, les Russes semblent avoir un progrès sur des drones qui sont munis de fibres optiques. Oui. Expliquez bien ce que ça veut dire. On aura plus tard dans l'émission Titelman, dont c'est vraiment la spécialité au carré. Mais enfin, ce sont ces drones qui ont une espèce de fil qui traîne derrière eux. Hein. Oui, alors ça, c'est une technologie qui remonte aux années 70. Dans les missiles anti-chars, les Français en ont été très bons. Vous vous souvenez peut-être, le Milan ou le Hot sont des missiles qui se sont le plus vendus dans le monde en missiles anti-chars. Ils sont filoguidés. Ils tiraient un fil derrière eux qui va jusqu'au poste de commande. Ça paraît incroyable parce que ça a l'air d'une naïveté. Les jouets de notre enfance où on téléguide avec un fil. Mais évidemment, c'est un fil extrêmement fin. Un fil fin comme un cheveu, un peu plus qu'un cheveu. Et là, alors maintenant, c'est beaucoup plus efficace parce qu'avec la fibre, on a beaucoup plus d'informations et donc ils peuvent avoir l'image, par exemple. Mais en soi, tracter un fil derrière soi, ça fait 60 ans qu'on sait le faire. Mais expliquez-nous bien, ça veut dire que le drone qui parcourt, je ne sais pas quoi, 10, 20, 50 km, il y a 50 km, il y a un fil, là, il n'a pas 50 derrière. km. Non, pas là-dessus. Quand ils arrivent à frapper un char, par exemple, le fil, la fibre optique derrière, le suit. Oui. Il déroule sans fil. Ce qui veut dire aussi que quand le fil est coupé, il s'arrête. C'est ça. Bon. Faut couper le fil quand même. Et ça permet quoi? Quel est l'avantage? L'avantage, c'est de ne pas être brouillable. Le signal va directement au gaz, ça passe pas par les ondes, donc c'est non détectable et non brouillable. Vous savez que tous les drones qui volent à l'heure actuelle, une grande part des pertes dans les attaques de drones russes sont des drones que les Ukrainiens ont réussi à brouiller et à déstabiliser, si j'ose dire. Et du coup, ils se posent ou ils s'écrasent. Là, ceux-là ne sont pas déstabilisables. Tout ce qu'on peut faire contre ces armes-là, c'est de couper le fil, et c'est à l'artillerie qu'on le fait. Quand vous voyez une attaque comme ça, vous mettez une DG d'artillerie et vous espérez qu'un éclat coupera le fil, lequel est fragile, malgré tout. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la région en particulier de Pokrovsk? Parce que là, les Russes sont à l'assaut. Comme vous le dites, la réalité des faits, c'est que pour l'instant, les Russes progressent peu, mais enfin, ils progressent de manière continue. Et les Ukrainiens reculent, mais enfin, il y a des points de résistance très forts de la part des Ukrainiens, notamment dans cette région de Pokrovsk. Porte-parole ukrainien du groupe opérationnel régional. L'utilisation des drones et de tout ce que les Russes ont est concentrée dans la zone de la ville de Pokrovsk. Il n'y a pas de combat urbain dans la ville. Les Russes n'ont pas atteint les limites de la ville, mais ils essaient de la prendre via des localités voisines afin de la contourner. Pourquoi cet endroit-là est si important pour les deux armées? Alors, c'est devenu un symbole comme avant Bakhmout ou Mariupol. C'était depuis l'été dernier, on disait Pokrovsk va tomber demain.
Et vous vous souvenez, sur ce plateau, plusieurs fois, j'avais dit ça va mettre un certain temps. Et donc, on reparle de Pokrovsk, qui peut-être tombera cette nuit, ou peut-être dans une semaine, ou peut-être que dans 2 mois, on sera encore en train de parler de Pokrovsk. C'est ce qu'on appelle militairement un abcès de fixation. Tout le monde focalise dessus. Ce que j'espère, c'est que les Ukrainiens ne sont plus dans le mode tolérer n'importe quelle perte pour ne pas que ça tombe. Là, il faut faire durer le plaisir, il faut trouver le bon ratio perte subie et perte infligée. Il faut rester raisonnable pour que Pokrovsk coûte un bras, figurativement, aux Russes. Ouais. Les Russes, quand même, en 2024, les Russes ont progressé de 4000 km². C'est 2/3 d'un département français. Pour 1000 pertes tués et blessés par jour. Même la Russie ne peut pas continuer en 2025 à ce rythme-là. Et à ce rythme-là, il leur faudrait 120 ans pour conquérir l'Ukraine. Vous voyez, donc c'est du grignotage. Donc, il y a une part d'incertitude. Ce qui est très frappant dans tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est que beaucoup ont l'impression, à tort, souvent ils se trompent, les commentateurs, quand ils sont si catégoriques, moi que aussi, je me trompe. 2025 est écrite. Non, oui. Il y a une part d'incertitude. Chaque camp a ses chances. Oui. Pour moi, le calcul est que la Russie, le régime Poutine, va s'effondrer en 2025. Quelque part en 2025. Et que du coup, il est important pour les Ukrainiens de ne pas perdre trop d'hommes sur le front. Vous voyez ce qu'il y a. Pourquoi être le dernier mort d'une guerre qui va se terminer? Alors, s'il y a un cessez-le-feu, alors c'est tout un autre débat, je ne sais pas si vous voulez rentrer dans ce débat, c'est autre chose. A priori, il sanctionnera les gains. Mais la Russie risque beaucoup plus que l'Ukraine en 2025. Regardez le régime. Ces images de tranchées. Là, ce sont les images ukrainiennes, précisément dans la région de Pokrovsk. Alors, chaque camp, évidemment, est toujours un côté propagande. Chaque camp montre ses plus belles tranchées. Ça fait partie du jeu. Mais enfin, il y a un effort pour tenir, comme vous le disiez, alors en perdant le minimum, le moins d'hommes possible, enfin, pour tenir cette ville. Oui. C'est en faire un hachoir à viande. Hein. J'ai lu aujourd'hui que les Ukrainiens disaient, je pense pour hier, 34 assauts contre Pokrovsk, tous repoussés. Mais quand on dit un assaut, c'est pas 4000 hommes, c'est pas le chemin des dames, vous voyez, avec la trompette sur 30 km et 18 divisions qui s'élancent. Les assauts sont des assauts de 30 à 50 hommes aujourd'hui, côté russe. Des pauvres types qui se font flinguer dans les 2 minutes. Les Russes essaient de faire usage le plus possible de leurs armes pour casser le moral ukrainien. Là, maintenant, en plein hiver, regardez cette séquence où ils surjouent même la volonté de tirer au 1er janvier, c'est-à-dire là, de commencer l'année par une salve. Vous vous êtes mal comportés. Venez nous voir et nous vous préparerons à partir. Bonne année. Поехали. С Новым годом! Поехали. Выстрел! Surtout, général. Pour les Russes, il y a un aspect culturel à ça, c'est que les Ukrainiens, maintenant, ils se sont mis aux dates chrétiennes occidentales, 25 décembre et 1er janvier, alors qu'eux sont décalés. Donc c'est aussi une façon pour les orthodoxes de saluer des orthodoxes hérétiques, si je veux dire, qui sont passés à l'ouest. Voilà. Maintenant, j'ai vu ça dans les Balkans. Hein. Moi, j'ai vu un Noël dans les Balkans où le côté croate avait tiré sur les toits du côté bosniaque pour dire joyeux Noël. Hein. Ils avaient cassé des tuiles par milliers. Il n'y avait pas eu de mort. Voilà. Il y a de la méchanceté là-dedans. D'un côté, c'est la guerre et les Ukrainiens continueront à combattre. Vous avez l'expérience de la guerre des Balkans. On rappelle à quel point c'était une guerre acharnée avec des haines vraiment recuites de la part, évidemment, des Serbes, des Croates et des autres,
est-ce qu'il y a la possibilité que, quelle que soit l'étape de négociation, il y ait certains combattants qui, eux, décident de poursuivre le combat? On sait qu'il y a des Ukrainiens qui ne sont pas d'accord quand Zelensky parle de table de négociation. Il dit non, nous, jamais on ne négociera. Il n'est pas question qu'on arrête de se battre tant qu'on n'a pas tout reconquis, Crimée comprise. Ouais, c'est vide de sens comme discours. Et ceux qui sont dans le mode va-t-en guerre, etc., ils oublient que vers la fin des guerres, quand on sent que ça se termine, en gros, que ça commence à discuter, etc., personne ne veut être le dernier mort du 11 novembre 1918 à 11h. On connaît le nom, d'ailleurs, du dernier mort français de la guerre. Personne ne veut être le dernier mort de la guerre. Donc, il y en a, qu'il y ait des excités qui croient qu'ils pourraient continuer à faire la guerre tout seuls. Bon, ils le croient. Mais, et ça se résoudra autrement. En réalité, quand la maison Poutine sera tombée, tout sera réouvert. Alors, on va parler dans un instant des difficultés économiques de la Russie, là, qui ouvre cette hypothèse-là. L'autre hypothèse, c'est que le moral ukrainien aussi fléchisse assez rapidement. C'est en tout cas le calcul des Russes. Vous voyez les bombardements qu'ils ont menés dès le 1er janvier. C'est un peu l'illustration formelle de ce qu'on a vu tout à l'heure, notamment à Kiev. Il y a les bombardements maintenant devenus rituels, alors souvent des objectifs civils et beaucoup d'objectifs énergétique, n'est-ce pas? D'après Volodymyr Zelensky, 80% de l'infrastructure électrique avait été touchée. Alors il y a beaucoup de réparations au fur et à mesure. Oui, et en réalité, le réseau électrique ukrainien va mieux cet hiver que l'année dernière. Ouais. Et l'hiver est relativement doux. D'après ce que j'ai compris, il y a ce qui peut aussi compter. Bon, encore 2 mois et demi à voir, mais bon. D'abord, puis c'est le ministre ou le responsable de la génération électrique ukrainienne, a dit qu'il s'attendait cet hiver à une baisse de 6% de production par rapport à l'année dernière. Donc, oui, c'est une baisse. Oui, ça va pas bien et tout. Mais c'est pas l'effondrement. Et en plus, depuis 2 ans maintenant, tout le monde s'est équipé en groupe électrogène. Enfin, tout le monde. Les entreprises, les hôpitaux, donc tout le monde a une solution de secours, si vous voulez. Donc ça complique la vie des gens, ça la rend pénible, plus cher, plus compliqué, mais c'est pas la même chose que l'effondrement. Alors qu'en Russie, il y a des villes dont le chauffage tombe en panne parce qu'il n'y a pas eu de maintenance depuis des années, et des chauffages centralisés de villes. Il y a 30 millions de Russes l'hiver dernier, 30 millions de Russes qui ont connu des pannes majeures d'électricité. Et là, c'est pas la guerre, c'est l'incompétence du régime. Et l'armée ukrainienne s'efforce d'accélérer ce processus. Regardez ce bombardement, on est dans la région de Smolensk, c'est un dépôt pétrolier qui a été touché. Quand on met bout à bout maintenant tous les bombardements de dépôts pétroliers, de raffineries à Smolensk, il y en a d'autres dans la région de Saint-Pétersbourg, etc. Voilà, là c'est ici à Smolensk, ça devient il y a un objectif là qui n'est plus seulement militaire mais même économique, c'est-à-dire l'Ukraine commence à réussir à toucher la rente de situation de la Russie. Oui. Avec l'aide des sanctions aussi. Gazprom, l'année dernière, 2024, a été en déficit. Il faut être fort pour vendre du gaz et être en déficit. Gazprom est en déficit. Et cette année, là, le 1er janvier, Zelensky a fermé le robinet. Donc, pour donner une idée, les Russes payaient 800 millions de dollars en 1 an de frais de transit et ils faisaient un bénéfice de 2,4 milliards de dollars. Donc les Ukrainiens préfèrent se passer de 800 millions de dollars et que les Russes se passent de 2,4 milliards. Et au passage, ça affecte la Transnistrie. Le chauffage s'est arrêté en Transnistrie hier. La Moldavie, c'est dommage. La Roumanie et la Hongrie. Là, 3/4 du gaz hongrois vient de Russie. Donc Orban, il va falloir qu'il compte un petit peu. Regardez ce tableau qui montre la baisse de production du pétrole brut russe. Ce sont des chiffres fascinants parce que, comme vous le dites, historiquement pour la Russie, c'était vraiment la vache à lait. On est passé donc à cette donnée de 1330 tonnes par jour en 2022. Ce sont des chiffres extrêmement mauvais pour les Russes. C'est le plus bas niveau depuis 2005. Oui. Oui, il y a d'autres facteurs. La crise mondiale fait qu'il y a moins de consommation. Mais par exemple, ils vendent leur pétrole à pas cher aux Indiens, qui le raffinent et le vendent au tarif du marché. Donc l'Inde et les États-Unis sont les grands gagnants économiques de cette guerre d'Ukraine. Les États-Unis avec le gaz
et l'armement. Et l'Inde, avec l'Inde qui fait du lavage, en fait, du pétrole russe. On se rappelle à quel point Reagan avait réussi à casser les reins des soviétiques, notamment avec ses alliés saoudiens en jouant sur le cours du pétrole. C'est vraiment le talon d'Achille de la Russie. Alors, il y a plein d'autres talons d'Achille. Par exemple, l'inflation, les chiffres officiels parlent de 12%, mais quand des gens font des calculs et se renseignent sur le prix du beurre, c'est entre 30 et 40%, en réalité, l'inflation. Le blocage financier. Le taux directeur de la Banque de Russie est à 21%. Ce qui veut dire qu'une banque, si elle veut prêter, va prêter à 24-25% de taux d'intérêt. Quelle est l'entreprise aujourd'hui qui a des perspectives de faire 25% de mieux cette année? Donc, ils ne prêtent pas. Et aujourd'hui, en Russie, de plus en plus d'entreprises ne payent pas leurs fournisseurs. C'est la réaction en chaîne, elle est pour demain, elle est pour dans un mois, mais elle aura lieu. Regardez, Général, la courbe là, elle est extraordinaire parce que là, ça ne ment pas. Paul Morand, qui était un vieux réactionnaire près de ses sous, disait toujours le seul économiste qui ne ment jamais, c'est le cours d'échange. Là, quand on voit sur 5 ans ce qu'est devenu le rouble, c'est-à-dire cette courbe dit à quel point vraiment, la monnaie suit très exactement l'événement et elle ne ment pas. Il y a eu évidemment la grande chute de l'offensive, de l'invasion de l'Ukraine. Après, il y a une remontée assez significative. Il y a ce moment où on dit ça ne marche pas, les sanctions ne marchent pas, etc. Et maintenant, il y a cette courbe qui est très dangereuse pour l'économie russe et qui les menace réellement. Là, il se passe quelque chose. Oui, mais pire que le cours du rouble, c'est le blocage bancaire. Le blocage des liquidités. Parce que quand une entreprise dira je tombe en faillite et j'arrête de payer mes fournisseurs, tous ces fournisseurs vont faire faillite aussi. C'est ce mécanisme de grippage de l'économie qui va arriver en 2025. Il n'y a pas assez de liquidité dans le système russe pour sauver ça. Là, on voit ici Vladimir Poutine. On a souvent, ça fait 25 ans maintenant qu'il est au pouvoir, 25 ans exactement. Souvent, on a parié sur sa chute. Qu'est-ce qui ferait, selon vous, que cette fois-ci, c'est votre espoir évidemment, ça se ferait? C'est pas un espoir, c'est un calcul. C'est ce que j'appelle l'ukrainium. Il s'est avalé une dose, comme le polonium, si vous voulez. L'ukrainium est à la Russie ce que le polonium a été à Litvinenko. C'est un poison lent. Et Poutine s'est envoyé une grosse dose d'ukrainium en février 22. Et cet acide est en train de ronger son pays. Ça veut dire comme l'Afghanistan en 79 pour les soviétiques, comme la guerre du Vietnam, vous pensez que le conquérant, l'envahisseur sera vaincu par sa conquête? On n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur, parce que l'Union soviétique était rationnelle. Quand ils se sont rendus compte que cette guerre d'Afghanistan, qui avait toujours été prévue pour être un théâtre secondaire, une sorte de démonstration, quand le commandant en chef a dit au Politburo « Je peux gagner cette guerre, mais il faut qu'on transforme l'Afghanistan en théâtre principal. » Et là, Brejnev a dit « Mais il n'a jamais été question de faire de l'Afghanistan le théâtre principal. » Donc on arrête. Ils ont mis du temps quand même. 8 ans. Ouais. Non, mais au bout de quelques années, ils ont mis 1 an à arrêter. Pour ceux qui reçoivent les bombes, c'est long. Oui, mais ils ont arrêté. La vraie leçon, c'est... en fait, ce truc-là est en train de devenir beaucoup plus gros que ce qu'on avait prévu, donc on arrête. Le Vietnam, pareil, c'est beaucoup plus gros que ce qu'on a prévu. Alors que là, Poutine n'a pas les moyens de dire l'Ukraine est beaucoup trop plus grosse que ce qu'on avait prévu, donc il ne s'est rien passé, on arrête. Il est allé trop loin. Sa survie politique et je pense sa survie personnelle dépend de l'Ukraine, mais il n'aura pas le temps de le voir parce que le grippage économique de son pays est en route. Avec l'inconnu Trump, vous avez souvent été très critique sur le président Trump. Aujourd'hui, il est élu, il est tout puissant. Est-ce que vous pensez que les Ukrainiens peuvent avoir une bonne surprise de son côté? Là, on parle d'espoir. Ouais. Là, autant avant, je parlais de calcul. Là, je parle d'espoir. Si Trump a une vision stratégique et s'il veut ne pas passer pour un loser, il faut qu'il impose un traité où Poutine perdra. Il ne faut pas que ce soit... d'habitude, on dit un accord, c'est du win-win. Là, c'est un jeu à somme nulle. Il faut qu'il y ait 2 perdants. L'Ukraine sera perdante d'un
ce que négociera Trump, l'Ukraine sera perdante. Mais il faut que la Russie soit perdante aussi. Sur l'extrême dureté de cette guerre, sur l'âpreté, le nombre de morts, de blessés, de mutilés, on va voir maintenant un document qui est extrêmement parlant. C'est un corps à corps. Beaucoup de ces combats, alors il y a l'aviation, il y a les drones, il y a la technologie, parfois très sophistiquée. Et puis il y a beaucoup, ça tourne parfois au corps à corps. Attention à la dureté des images qui vont suivre, parce que ça peut heurter évidemment certaines sensibilités. Je précise d'ailleurs que nous avons expurgé la séquence de toutes sortes d'images sanglantes, mais c'est important de montrer que parfois, dans bien des cas, les soldats ukrainiens et les soldats russes se retrouvent vraiment physiquement dans des corps à corps. Regardez et vous pourrez commenter sur ce que ça signifie sur le cours de cette guerre. Voilà, cette séquence, vraiment, évidemment, encore une fois, on l'a beaucoup expurgée, mais on comprend vraiment que, alors, il y a une bataille au couteau, il y a un Yakoute, côté Fédération de Russie, et un Ukrainien. C'est très impressionnant. Oui, c'est impressionnant, mais c'est rarissime, en réalité. Pendant la Première Guerre mondiale, on estime que la baïonnette a causé 0,015% des pertes. En d'autres termes, c'est complètement marginal. Donc ici, oui, on voit, là, on est au bout du bout. Pour 2 soldats. Donc il y a la beauté du geste, si j'ose dire. C'est courageux, des deux. Ils sont épuisés tous les deux. Puis faire du corps à corps quand vous avez 35 kilos de matériel sur vous, dont la protection balistique qui vous empêche de respirer, j'admire. Voilà. Oui, il y a un sacrifice personnel. Il y avait ce mot qui a été tellement soit admiré, soit critiqué de François Mitterrand en 1995, quand il va à Berlin, et il dit là cette formule qui dit quel que soit leur uniforme, ils étaient courageux. Oui. Et là, il va très loin, parce qu'il parle en plus de l'armée nazie, donc normalement, là, ça a été très discuté, mais enfin, ça résonne un peu avec ce que vous dites. Oui, on peut avoir... Alors, il pourrait y avoir un respect mutuel des deux armées, en fait, indépendamment du régime politique. Sauf que l'armée russe torture, tue, élimine beaucoup de ses prisonniers, beaucoup des prisonniers ukrainiens. Il y a des milliers de cas qui sont documentés. La hiérarchie russe ne fait rien pour s'y opposer. Au contraire, elle encourage. Donc là, c'est compliqué pour ces soldats ukrainiens de respecter les gars d'en face. Nous, finalement, on a eu, la plupart du temps, on a eu des adversaires... vous vous souvenez, messieurs les Anglais tiraient les premiers. Enfin, on a connu une guerre plus élégante que celle-là. Hein. Pas pendant la Seconde Guerre mondiale. Non, mais dans les deux camps, quand les gens étaient faits prisonniers, ils se disaient que la guerre était finie et ils ont été traités correctement. On trouvera toujours des histoires de massacres. Mais globalement, la ligne du parti dans toutes les armées était de respecter l'ennemi vaincu.